Alors peut-être un petit préambule à cette présentation. Souvenez-vous, en 2019, l'édition précédente avait démontré que le digital avait un impact direct sur la croissance et une dynamique générale était enclenchée. Nous le savons tous, en 2020, c'est une année économiquement difficile. Et ce baromètre va d'ailleurs en faire l'état des lieux. C'est pourquoi, ce matin, Fabienne et moi, on avait un choix pour démarrer cette présentation. Soit on commençait par vous présenter les entreprises en difficulté, les plus en difficulté, soit celles, peut-être, qui ont réussi malgré ce contexte de crise. Alors Fabienne et moi, nous avons choisi de démarrer avec un regard optimiste, vous me le permettrez, avec la conviction évidemment que le numérique est une fabuleuse opportunité pour les entreprises françaises. C'était d'ailleurs le principal enseignement de l'édition précédente et une prise de conscience massive d'ailleurs, car 70% d'entre elles percevaient le digital comme une opportunité. Et on va passer donc à l'agenda et aux 5 enseignements de cette nouvelle édition, que vous voyez ici derrière moi ou plutôt sur l'écran, qui vont rythmer l'agenda de cette présentation aujourd'hui. Mais avant ça, donc ces 5 enseignements, je vais peut-être en parler 2 secondes. Donc on va parler évidemment du digital en tant que moteur de croissance, on va parler du digital, un véritable levier aussi pour les ventes en magasin, les ventes physiques, un sujet plutôt d'actualité. Enfin les TPE, on ne va pas écarter le fait qu'elles sont souvent en retard dans une transformation digitale, c'est une réalité. Et cet effet bouclier qu'a représenté le digital en 2020. Et enfin, on terminera évidemment par les freins et plutôt les besoins qui persistent pour préparer 2021. Mais avant ça, s'il te plaît Fabienne, regardons ensemble le panel, si tu veux bien. Oui, bien sûr. Je ne sais pas si ça affiche. Est-ce qu'on m'entend ? Oui, tout va bien. Merci Cyril. Et en tout cas, moi aussi, je remercie, voilà, au nom d'Ipsos, voilà, l'Axel de sa confiance et de sa fidélité. Alors, je ne vais pas vous abreuver de chiffres tout de suite, en tout cas pas sur la méthodologie. Simplement, ayez en tête que les résultats qu'on va vous présenter ce matin avec Cyril sont vraiment issus d'une enquête solide. Voilà, 720 interviews pour ce qu'on appelle une enquête B2B auprès de professionnels. C'est un échantillon solide, sachant que la nouveauté cette année, c'est que compte tenu de la situation, il a été décidé d'adjoindre à nos échantillons précédents de PME également un échantillon de TPE. Donc non seulement on a une représentativité plus large de ces entreprises de services et de commerce, et en plus on dispose d'un échantillon globalement très solide et suffisamment important pour se donner les moyens de conduire des analyses fines. Les plus grandes entreprises, les ETI, les PME, les TPE, celles qui sont en croissance, celles qui au contraire ont des difficultés. Je vous passe les autres chiffres, ils visent juste à illustrer le fait que l'échantillon est bien représentatif de la structure de ces entreprises en France aujourd'hui. Excellent, merci Fabienne. Alors comme tu le soulignais, nous allons faire cette différence, cette distinction entre les entreprises de plus de 20 salariés et les autres. Pourquoi ? Déjà à des fins barométriques, vous l'avez compris, et aussi parce que les écarts sont intéressants à mesurer et cela nous permettra d'observer différentes réalités. Passons au vif du sujet. Premier enseignement de ce baromètre 2020, le digital est un moteur de croissance pour les entreprises les plus digitalisées. Alors, si une majorité d'entreprises sont aujourd'hui confrontées à des difficultés économiques, une partie, tu le disais, 10% de l'échantillon annonce de la croissance entre 2019 et 2020. Et ces entreprises ont maintenu la part du digital dans leur chiffre d'affaires, dans leurs revenus, qui tend même à la hausse entre 2019 et 2020. On passe de 13% versus 11%, 13% en 2020 versus 11% en 2019. Sous la percée d'entreprises, on voulait aussi le souligner, qui réalisent plus de 50% aujourd'hui de leur chiffre d'affaires grâce au digital. Pour ces entreprises en croissance, donc, regardons quelle est la contribution du digital. Eh bien, c'est un plébiscite. Le digital contribue, on le voit ici, pour 68% d'entre elles à leur croissance. Et elles le mesurent concrètement, puisque ça représente plus de 25% du chiffre d'affaires pour une entreprise sur 10
Et pour les entreprises de plus de 20 salariés, à droite sur ce graphique, c'est encore plus fort, avec une contribution de 79%, soit une progression de 4 points par rapport à l'année dernière. Et ça représente plus de 25% du chiffre d'affaires pour une entreprise sur 5 cette fois. Quelles sont les 3 bonnes pratiques qu'elles avaient enclenchées en 2019 et qui sont vérifiées en 2020 pour générer ou pour contribuer à la croissance? Déjà, elles ont eu une présence massive en ligne et on a pu le constater avec, parce que 74% d'entre elles étaient bien présentes en ligne avec une évolution de 10 points. Avec un plus 10 points par rapport à la moyenne. Elles se sont équipées d'outils relatifs à la connaissance client et enfin elles ont instauré des formations digitales pour leurs collaborateurs. Voilà, 3 bonnes pratiques qui sont intéressantes à analyser pour ces PME. Ensuite, ce que mentionne ce slide, et c'est intéressant, c'est qu'elles incarnent une stratégie digitale. Pour 35% d'entre elles, elles placent le digital au cœur de leur stratégie. En anglais, on dit Think Digital First. En français, ça donnerait, on met le digital en premier. On pense d'abord digital. Elles définissent donc une stratégie numérique et elles la mettent en œuvre. Ensuite, on a constaté une plus forte agilité de celle-ci et une capacité d'adaptation qui s'est montrée très importante pendant cette crise. Si on regarde les entreprises qui sont en croissance durable, donc entre 2019 et 2020, 47%, c'est le chiffre en haut à gauche, ont redéfini leur stratégie en matière de e-commerce. Évidemment, en raison de la crise, pour accroître leurs ventes en ligne. Un objectif simple, c'était les ventes en ligne. Versus 28% des entreprises. Donc on voit bien que ces entreprises en croissance mettent le poids du corps sur le e-commerce en 2020. Et souvent, elles vont jouer la carte de l'omnicanalité. C'est ce qu'on va voir juste après. Plus globalement, elles vont faire face à la crise en faisant différentes choses. Déjà, elles vont avoir recours de manière plus nombreuse que les autres aux réseaux sociaux pour rester visibles à l'aide d'une page professionnelle et faire connaître les nouveaux produits, évidemment, ou leurs nouveaux dispositifs de vente. Mais surtout, ça sera le dernier chiffre que je présenterai sur ce slide, elles vont basculer une partie de leur investissement dans les médias ou les solutions digitales pour intensifier et diversifier leur audience. Voilà. C'est une pratique intéressante à regarder. C'était le premier enseignement de ce baromètre. Voici le deuxième enseignement de ce baromètre. L'omnicanalité. C'est une stratégie gagnante. On parle même désormais de complémentarité gagnante. Alors justement, si on zoome sur les commerçants qui ont un point de vente physique dans un contexte de stop and go des magasins, on le connaît tous. C'est d'ailleurs un paradoxe français. Les Français utilisent massivement Internet, on le sait. C'est d'ailleurs le baromètre confiance de l'Axel qu'ils mesurent chaque année. Et aujourd'hui, les consommateurs utilisent leur smartphone, ils arrivent en magasin, ils préparent leur visite en magasin à travers leur téléphone portable, souvent leur smartphone. Ils l'utilisent en magasin et ils quittent le magasin. Après avoir quitté le magasin, souvent, on peut effectuer un achat après, en ligne, sous l'impulsion de ce qui s'est passé dans un lieu physique. C'est un changement d'état d'esprit. Quand on observe aujourd'hui chez les PME et les TPE françaises, et nous avons cette année, les chiffres sont là, une prise de conscience des bénéfices importants de l'omnicanalité. Et les résultats sont plutôt incontestables, vous le voyez ici, quand on prend le noyau dur des entreprises qui mettent en place des stratégies omnicanales les plus avancées. Donc, click and collect, retrait commande, excusez-moi, dans ce lieu, je vais pas utiliser le moins possible de mon anglais. Ceux qui ont des actions en magasin pour accroître les ventes en ligne, elles tirent des résultats très importants. Elles ont une hausse de fréquentation pour 90% d'entre elles. Elles font acquisition de nouveaux clients pour aussi 90% d'entre elles. Et enfin, elles réalisent une croissance des ventes pour 79% d'entre elles. Alors, l'omnicanal est clairement identifié comme une stratégie gagnante, surtout en période de stop and go, on l'a dit. Pour 79% de ceux qui l'ont expérimenté, ils considèrent que cela a permis de sauvegarder l'activité. Et à la fois, vous le voyez ici, en ligne et en magasin. Pour 77%, le maintien de la relation avec leurs clients.
et en particulier en magasin. Vous voyez, 40% principal en magasin. Et enfin, pour 72%, une amélioration en termes de satisfaction et de fidélité client. Enfin, des commerçants de plus en plus convaincus. C'est ce changement d'état d'esprit dont je vous parlais. La défaillance réelle ou projetée qui pouvait exister à l'égard des ventes en ligne les années précédentes est en train progressivement de laisser place à la complémentarité, et les entreprises de plus de 20 salariés qui ont un point de vente accentuent cette tendance. Et le chiffre qu'on voit ici, c'est que près de 2 tiers, plus de 2 tiers de celles-ci ne considèrent pas les ventes en ligne comme un concurrent des ventes physiques, et surtout, et plus encore, 6 entreprises sur 10 considèrent le numérique comme un levier important pour les ventes en magasin. Voilà pour le deuxième enseignement de ce baromètre. Fabienne, je crois que tu vas maintenant nous parler du troisième enseignement de ce baromètre. C'est à toi. Merci beaucoup Cyril. Effectivement, je pense que les résultats obtenus auprès de ces 12% d'entreprises en croissance, y compris cette année, sont sans doute très riches d'enseignements pour l'ensemble des entreprises. Néanmoins, naturellement, le baromètre rend compte également de difficultés liées à la crise cette année, et permet de mettre en évidence le fait notamment que les TPE sont davantage aujourd'hui en retard, en retrait dans leur transformation digitale par rapport à l'ensemble des entreprises et notamment par rapport aux PME et plus encore aux ETI. Très concrètement, alors peut-être un petit point pour vous indiquer que les interviews qui ont été réalisées donc par téléphone l'ont été au mois de septembre. Je pense que c'est important de le rappeler, puisque ça veut dire que ces résultats qu'on vous présente ce matin sont obtenus avant le deuxième, on va dire, confinement. Dans ce contexte-là, 47% des entreprises que l'on a interrogées, un retrait, une baisse de chiffre d'affaires en 2020 par rapport à 2019. Et pour près de l'une sur deux, vraiment une sur deux, 50%, c'est même une perte de chiffre d'affaires, une décroissance supérieure à 10%. Pour vous donner un ordre de grandeur et aider peut-être à fixer les choses, cette proportion est 7 fois supérieure à celle que l'on avait mesurée dans le baromètre de 2019, où au contraire, on avait de mémoire 46% des entreprises interrogées qui nous indiquaient à l'époque être en croissance et planifier, anticiper en tout cas de la croissance dans l'année en cours. Donc évidemment, on est dans le contexte de la crise de la Covid, pardon, j'ai toujours un petit peu de mal avec la Covid, et ce baromètre en rend compte. Crise économique, évidemment, ce qu'on voit aussi, c'est qu'au sein de cette crise économique, en tout cas que cette crise sanitaire a des implications économiques, elle a aussi des implications corrélatives sur les projets de développement digital. 43% des entreprises interrogées ont été amenées à freiner leurs projets de développement digital. Fait notable néanmoins, je pense qu'il y en a deux. Le premier, c'est que les plus grosses entreprises, celles qui ont salariés et davantage, ne sont que 27% à avoir été amenées à le faire. Et surtout, le chiffre sur lequel j'ai envie d'insister, c'est que 53% des entreprises en décroissance ont été amenées à ralentir et à freiner leur projet de développement digital. Ce qui montre, à contrario, si vous me suivez, que ceux qui avaient déjà posé des jalons dans les années précédentes, construit et posé les premières briques de leur transformation digitale, ont pu, le cas échéant, la poursuivre, l'intensifier, l'accélérer. Donc il y a bien une prime accordée à ceux qui étaient, d'une certaine manière, partis plus tôt, ce qu'on avait appelé dans l'édition précédente les champions du digital. Donc des entreprises sous tension par rapport à la transformation digitale, on le voit, on leur pose chaque année la question de est-ce que la transformation digitale, finalement, c'est une opportunité ou est-ce que c'est plutôt un passage obligé, d'une certaine manière, une contrainte. Cette année encore, la transformation digitale est davantage vue comme une opportunité que comme un passage obligé, 48% versus 39%.
Néanmoins, quand on regarde ce qui est comparable, c'est-à-dire sur les entreprises de plus de 20 salariés, l'opportunité reste majoritaire, à 62%, mais en baisse de 10 points par rapport à l'année dernière. Inversement, la perception, somme toute, d'un passage obligé, d'une forme de contrainte, se situe à 31%, en progression de 8 points par rapport à l'année dernière. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, on a un certain nombre d'entreprises qui se vivent sous tension par rapport à cette transformation digitale, comme si elles nous indiquaient finalement à travers ce baromètre qu'elles étaient un petit peu au pied du mur. Voilà, elles étaient convaincues dans l'édition précédente. Là, elles considèrent qu'elles n'ont plus vraiment le choix et qu'il faut soit y aller, soit accélérer, soit intensifier. Alors, une crise, on l'a dit, un tableau évidemment difficile. Néanmoins, ces entreprises en difficulté, y compris les TPE, ne sont pas restées inertes, loin s'en faut. Et l'ensemble des résultats montrent qu'elles ont été à la fois combatives, résilientes et qu'elles se sont engagées dans cette transition. D'abord, ce sont elles qui nous le disent. Voilà, les chefs d'entreprise, à 53% d'entre eux, ont le sentiment que leur entreprise a fait preuve d'une certaine agilité numérique liée à cette pandémie qui les a frappés. 53% globalement, mais c'est le cas de 77% des plus grandes entreprises, celles qui ont 20 salariés ou davantage encore. Donc en tout cas, les chefs d'entreprise qu'on a interrogés sont convaincus que désormais l'agilité numérique, loin d'être un gros mot, fait partie de leur pratique et de leur posture au quotidien. Concrètement, vous voyez que le chiffre est un petit peu en retrait. Par exemple, 26% seulement, ai-je envie de dire, ont eu recours à des outils digitaux pour faire face à la crise du coronavirus. Et même si c'est supérieur auprès des plus grandes entreprises, 38%, vous voyez qu'il y a quand même un écart important encore aujourd'hui entre la perception que l'on a de soi et de ce que l'on fait et des leviers qu'on parvient véritablement à activer, ce qui montre manifestement qu'il y a encore sans doute du chemin à parcourir et de la place pour de l'accompagnement. Alors venons-en très concrètement aux leviers qui ont été activés. Premier levier, stratégie e-commerce, qui a été repensé pour partie à l'aune de la crise sanitaire. Globalement, 28% des entreprises que l'on a interrogées nous indiquent effectivement qu'elles ont revu leur stratégie e-commerce dans ce contexte-là. Et moi, j'ai envie de focuser sur ce chiffre de 41%, pour vous dire à quel point les entreprises de commerce se sont particulièrement remises en cause, puisque 41% d'entre elles ont vraiment revu leur stratégie de e-commerce cette année dans ce contexte de crise. Autre levier qu'elles ont activé, c'est vrai qu'elles ont été prises de court et qu'un des premiers nerfs de la guerre, tel qu'elles l'ont perçu, c'était la visibilité. Voilà, l'enjeu croissant de la visibilité, se faire voir, se faire connaître. Et là aussi, vous voyez que les résultats sont très encourageants. 68% des entreprises interrogées ont une vitrine, sont présents effectivement en ligne. 64% d'entre elles ont une page professionnelle sur les réseaux sociaux. Et c'est un chiffre qui s'élève à plus des 3/4, 76% pour les entreprises de plus de 20 salariés. Donc 76% aujourd'hui, en progression de 16 points en un an. Et c'est vrai que pour avoir l'habitude, on va dire, ces 20 dernières années, de commenter des baromètres, je pense que tous les sondeurs vous diront qu'il n'y a rien de pire souvent que de commenter des baromètres, parce qu'on est souvent face au syndrome de l'électroencéphalogramme plat. Et on se dit plus 2, moins 1, et on essaie quand même de trouver de la matière pour interpréter. J'ai envie de dire que le baromètre de l'Axel fait mentir tout cela avec des progressions rapides et extrêmement notables, y compris d'une année sur l'autre. 30% des entreprises ont un site marchand, ou en bon français, une marketplace, avec des disparités extrêmement fortes entre les différentes entreprises. C'est 30% en moyenne, mais c'est 50% des ETI. Même si là, il n'y en a quand même que 13% qui ont un marketplace à proprement parler. C'est 38% des entreprises de plus de 20 salariés. Mais là, on est vraiment dans des petits chiffres. On est dans des nombres à un chiffre. 6% seulement disposent d'une marketplace.
36% des entreprises en Île-de-France ont un site marchand, mais seulement 4% ont une marketplace aujourd'hui. Donc là, c'est encore, me semble-t-il, une différence importante par rapport à un certain nombre de nos voisins européens ou même un petit peu plus lointains. Donc très concrètement, on le disait, hein, l'enjeu de la visibilité, 46% des entreprises ont eu recours à des moyens numériques pour se faire connaître. Très concrètement, qu'est-ce qu'elles ont fait? 63% d'entre elles, le recours aux réseaux sociaux. Ensuite, loin derrière, le développement d'un site internet ou d'une application pour 27% d'entre elles, mais 37% de celles qui ont la taille la plus importante. Seulement 13%, c'est encore, c'est-à-dire c'est pas encore le premier réflexe des TPE et des PME, ont tâché d'améliorer le référencement de leur entreprise. C'est du simple au double, quand même, hein, entre la moyenne des entreprises et les plus grosses entreprises, mais c'est quand même encore une pratique qui reste minoritaire et qui n'est pas en tout cas massive. Autre levier, vous voyez que les entreprises en ont activé un certain nombre, eu égard à la visibilité. On a assisté effectivement à un transfert des investissements publicitaires, pour le coup, des médias traditionnels, radio, papier, prospectus, que sais-je, vers le digital. 16% des entreprises ont transféré tout ou partie de leurs investissements publicitaires vers des solutions digitales. 16% en moyenne, mais là encore, 26% pour les entreprises les plus importantes et 30% de ces entreprises l'ont fait même à hauteur de plus de 30% également de leurs investissements. Donc on voit bien une mutation effectivement dans la manière de vendre, dans la manière de se faire connaître, dans la manière également de mobiliser les réseaux publicitaires. Enfin, non des moindres, la connaissance client qui prend vraiment une place désormais importante dans les stratégies numériques. 30%, une entreprise sur 3 utilise aujourd'hui des outils d'analyse pour mieux connaître ses clients. Et surtout, les 2/3 de celles qui le font, 66%, considèrent que c'est véritablement primordial de le faire. Donc, ce n'est pas quelque chose que l'on fait en plus, à côté, qui serait bienvenu. On est vraiment là, au cœur des besoins et au cœur de la conduite du business. 66% au global. Et là encore, un niveau d'intensité plus élevé parmi les plus grandes entreprises. 73% pour les entreprises, notamment de commerce. Ce n'est pas les plus grosses, ce sont les entreprises de commerce. 30%, je vous le disais, disposaient d'ores et déjà d'outils d'analyse pour mieux connaître leurs clients. 20% ont même renforcé cette stratégie et ont davantage investi dans ces outils en 2020 qu'ils ne l'avaient prévu. 20% en moyenne, mais 40% des entreprises de plus de 20 salariés, avec là encore une évolution comme on en voit rarement, plus 9 points en un an, et 32% auprès des entreprises franciliennes. Clairement, ce sont des investissements qui ont été réalisés pour faire face à la crise. Quatrième enseignement, pour ces entreprises, on l'a dit, un peu prise de court, un peu au pied du mur, le digital a véritablement eu un effet de bouclier, et c'est en tout cas de cette manière que c'est exprimé par les chefs d'entreprise eux-mêmes. 48% d'entre eux considèrent que le digital a permis une amélioration de la relation client, à la fois sur la satisfaction et sur la fidélité, et c'est 52% des entreprises les plus importantes. 38% considèrent que le digital leur a permis de garantir l'activité, 41% auprès des entreprises de taille plus importante. Donc on le voit, le tableau, contrairement à nos slides, n'est sans doute pas tout rose, mais même les entreprises les plus petites, même les entreprises éprouvant des difficultés, même les entreprises en décroissance cette année ont commencé à activer différents leviers digitaux dans une forme de résilience et de conduite du business vers un retour à la croissance en 2021. Néanmoins, on le voit, la route est encore longue.
pour certaines entreprises. Ah oui, pardon, je pensais donner la parole à Cyril, mais il me restait encore un slide. Voilà, avec des résultats, j'ai envie de dire, assez évidents et un doublement des entreprises qui aujourd'hui vendent en ligne, réalisent plus d'un quart de leur vente en ligne. Mais je vous le disais à l'instant, tout n'est pas, tout n'est pas achevé. Je pense que ce baromètre montre quand même à la fois qu'il y a plus de questions de conviction à l'égard du digital, que de là, néanmoins, à le déployer massivement tout un chacun dans son entreprise, eh bien, ça ne reste pas si simple pour tous et des besoins persistent. Je te passe la parole. Merci. Merci beaucoup, Fabienne. Alors, on arrive au bout. Le 5e enseignement de ce baromètre. Vous voyez ici, pour tous, les besoins persistent et évidemment exacerbés par la crise. Quels sont les freins? Regardons les freins et les besoins, par conséquent. Dans les classiques, les traditionnels freins et besoins, nous retrouvons toujours le manque de temps, pardon, et les coûts. Lapsus intéressant. Et dans les besoins plus spécifiques, on retrouve ici la simplicité, donc la complexité de mise en œuvre, le manque de compétences en interne, le manque de formation et le manque d'accompagnement qui apparaissent ici. Et en définitive, nous avons un quadriptyque, 4 leviers pour accélérer la digitalisation des TPE, des PME et des ETI, du commerce et du service. Financer, former, accompagner et simplifier. Alors, jetons notre regard sur ces 3 de ces manques, les 3 que je viens de citer. Un manque de compétences qui creuse l'écart. 48% des entreprises, on le voit ici, de plus de 20 salariés, donc notre panel barométrique, n'ont pas ces compétences. Donc c'est une hausse de 13 points par rapport à 2019. Voilà, cette progression, comme le disait Fabienne tout à l'heure, est vraiment intéressante à mesurer. Ça s'accentue. Les plus pessimistes diraient que ça s'aggrave. Non, on voit bien qu'il y a des leviers et qu'on peut faire quelque chose. On mesure aussi des disparités régionales, voilà, avec un écart de plus de 15 points entre l'Île-de-France parfois et d'autres régions. Il faut faire attention. Je pense qu'il est facile de proposer des formations digitales pour tous dans toute la France. Soyons vigilants à ça aussi. Et enfin, 50%, le chiffre de gauche ici, estime ne pas avoir les compétences en interne, la moitié des entreprises. L'autre manque, c'est un manque de formation des salariés. Alors, quand on leur pose la question sur la mise en place des formations pour accompagner vos collaborateurs dans la transformation numérique, 81%. On a aussi posé la question, elle n'apparaît pas ici, est-ce que vous avez intensifié ces formations pendant le confinement, pendant la crise, au cœur de la crise? C'était non, 89%, encore plus. Donc on voit bien que même quand on est confronté à des difficultés, finalement on n'a pas le temps de former et de passer du temps, et là, sur ces sujets. Enfin, le dernier manque qu'on a évoqué dans les slides précédents, c'était le besoin d'accompagnement. 44%, j'arrive à ma limite de nombre de chiffres, ont besoin d'accompagnement à un niveau stratégique et opérationnel. Alors, vous le voyez ici, je vais prendre 2 chiffres sur ce slide, et ça sera les derniers, c'est promis. 32% estiment avoir besoin d'accompagnement pour faciliter les changements dans l'organisation interne et les méthodes de travail. Puis, 30%, peut-être sur ce chiffre que je terminerai, pour définir les objectifs de la stratégie de la transformation numérique. Un point clé, évidemment, pour dépasser le stade de la réponse et adopter une vision à plus long terme. Je m'arrête sur les chiffres et je vais conclure pour ce baromètre. Vous l'avez vu,
nous venons de parcourir les 5 enseignements majeurs de l'édition 2020. Avec beaucoup, Fabienne l'a dit, de progression et de différence par rapport à 2019. Le numérique, jadis, une opportunité, principal enseignement de l'année dernière. Aujourd'hui, un bouclier, c'est la réalité. Et demain, un moteur de croissance. Alors l'enjeu est désormais de transformer ce bouclier numérique en moteur de croissance pour l'ensemble des entreprises françaises et de consolider cet élan par le financement, on a vu le coût tout à l'heure, la formation et l'accompagnement. Et n'oublions pas enfin que nous avons tous une responsabilité et un rôle à jouer dans la simplification des solutions digitales. Et je terminerai par cette jolie formule. Le digital, c'est un kaléidoscope d'actions conjuguées au service de la croissance et construisons-le ensemble. Voilà, sur cette belle image, on vous donne rendez-vous en 2021 et je vous remercie. Merci Fabienne.